Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage, l'abeille. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Voici leur histoire. Bzz les abeilles, et bienvenue sur Killer Bee. Ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Après le Happy End Edouard Elric de la dernière fois, c'est au tour du Happy End Kratos de nous rejoindre. Car bien loin de God of War, c'est de la Grèce antique que nous allons parler. Nombre de références à mon auteur préféré, à savoir Rick Riordan, seront probablement faites, mais il y a des traces de mythologie de partout. Et nous allons encore être confrontés à de nombreuses œuvres connues de nos jours, qui font référence à tout ça. Nous allons commencer par placer les bases de tout ça avec le mythe de la création d'Athènes, ou plutôt de sa recherche de divinité protectrice. Alors que cette grande ville sans nom venait d'achever sa construction, ses habitants se demandèrent à quelle divinité protectrice ils allaient accorder le plus grand temple. C'est quelque chose de fréquent en Grèce. Apollon était le protecteur de Delphes, Arès de Sparte, Hadès était vénéré en Épire, ou encore Héra avec Argos. Enfin bref, il fallait invoquer les dieux comme des Dédras pour se trouver un parrain. Deux répondirent, Poséidon et sa nièce Athéna. Les Sims leur dirent que pour être le big boss de SimCity et lui donner son nom, il faudrait qu'ils s'affrontent dans un concours de cadeaux. Poséidon n'invoqua pas les rois des mers de Cambelt. Il embrassa sa main en disant « C'est pour vous, Ariel et Polochon », puis fit jaillir une fontaine d'eau de mer avec des sculptures de chevaux. Athéna applaudit en souriant. L'eau de mer ne servait qu'à couper le vin à l'époque. Elle utilisa l'attaque Vampigraine et, tel Thalès dans Dragon Ball, fit pousser un arbre. Elle venait de créer l'Olivier. SimCity prit le nom d'Athènes, la déesse avait gagné. Seulement voilà, Poséidon boudait. Il a envoyé un DM à la magnifique Méduse, la seule des 3 gorgones à être mortelle. Ce DM disait un truc du style « Viens, on va s'envoyer en l'air chez ma nièce ». Et du coup, ils ont copulé dans le temple sacré d'Athéna. Elle l'a pas si bien pris que ça, non. Pour imaginer son état, imagine un pote à toi qui urine sur le canapé neuf de ta mère. Oui, tu ne le reverras plus jamais, que ce soit le canapé ou ton pote d'ailleurs. Et c'est en quelque sorte ce qui se produit. Athéna était si furax qu'elle fit pousser des serpents à la place des cheveux de Méduse, et qu'elle la changea en monstre. Sténo et Euryale eurent droit à une transmission de malédiction. Étant les sœurs de la Gorgone mortelle, elles devaient elles aussi être maudites. En voyant la tête de Sago, Poséidon la largua comme une merde. Ce qui nous amène à Acrisios, le roi d'Argos. Argos est un nom que vous risquez souvent d'entendre. Une espèce de géant porte le même nom que la ville, celui-là même qui sert de concierge dans Percy Jackson. Le nom du bateau des Argonautes dans la quête de la Toison d'Or est l'Argo, qui vient également du nom Argos. Vous savez Jason et les Argonautes, ce vieux film sur cassette avec les squelettes en pâte à modeler qui crient en faisant des ya-ya et Talos qui photobombe aussi. Non? C'est pas grave. Revenons sur Acrisios. Le roi avait eu droit à une prophétie pas très cool qui disait qu'il allait se faire buter par son petit-fils. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire les abeilles? Il a flippé ce con. Il a fait en sorte que sa fille Danaé ne puisse pas avoir de sex friend en l'enfermant dans une tour où elle se demanda où est la vraie vie. Zeus avait faim. Il était tellement chien qu'il se changea en pluie d'or pour se taper la petite Danaé. Très chelou le roi de l'Olympe, faites gaffe. Leur enfant, Persée, fut porté dans le secret, mais à sa naissance, il chiala le minot. Et Acrisios l'entendit. Il fit enfermer sa fille et son petit-fils dans un coffre et les jeta à la mer. Croyez-moi, l'enfance d'Esteban sur une barque était plus joyeuse. Le coffre n'eut pas le temps de se faire ouvrir par Link que déjà un pêcheur l'avait récupéré. Ce pêcheur prit soin de la belle Danaé et éleva Persée comme si c'était son fils. Seulement voilà, un gosse s'agrandit. Et quand on grandit, on a des responsabilités. Le roi Polydecte, celui de l'île où avait grandi Persée, élevé par le pêcheur à la Mégacane, le roi de Séruphos, lui confia une quête. Il devait buter une Dédra du nom de Méduse, et la récompense de quête allait être intéressante.
Et oui, notre belle Méduse changée en monstre était la cible de ce roi aux étranges hobbies. Athéna et Hermès épaulèrent ce fils de Zeus en l'escortant jusque chez les sœurs grises. Guêpe, colère et tempête se partageaient une seule dent et un seul œil. Œil pour œil, dent pour dent. Persée, qui donne son nom à Percy dans les livres de Rick Riordan, a eu un petit excès de zèle et leur a racketté leur œil ainsi que leurs dents. Du coup, les trois vieilles lui ont indiqué les coordonnées pour trouver les nymphes protectrices d'objets magiques. Nul ne dit si ce sont ces mêmes nymphes qui ont nourri et élevé Zeus, mais la Kounè, l'un des trois grands objets, celui d'Hadès, se trouvait en leur possession. Les propriétés de ce casque ne sont pas l'invisibilité comme on le prétend. Celui qui le coiffe devient l'obscurité elle-même. Voilà comment Hadès procédait pour être toujours au courant de tout. Et voilà comment je pourrais peut-être m'infiltrer dans le bain de Nami. À noter quelque part. Les futures sandales d'Hermès étaient là-bas, ainsi qu'un sac magique pouvant supporter l'affreuse tête de Méduse. Vous vous en doutez, Persée a décapité Méduse suite à ça. Il ne l'a pas soi-disant pétrifiée avec son propre regard. Il offrit plus tard la tête de Méduse à Athéna, qui en fit une arme appelée l'Égide, qui est parfois un bouclier à tête de Méduse, parfois un manteau à tête de Méduse. De l'Ichor, sang d'or des immortels et de certains monstres, purent enfin naître les enfants de Méduse, à savoir Pégase et Chrysaor à l'épée d'or. Sur le chemin du retour, Persée rencontre Andromède en Éthiopie. Elle est censée être offerte en sacrifice à un monstre marin. Ce roi des mers était l'envoyé de Poséidon, qui n'avait pas apprécié que Cassiopée compare sa fille Andromède à une Néréide, nymphe des océans. Surtout qu'elle avait dit qu'elle était plus belle. Boum tchikumba, cette petite folie qu'on appelle l'amour s'empare du cœur de Persée qui délivre Andromède et pète la gueule au monstre. Fallait pas le chercher. En rentrant chez lui, il comprit pourquoi le roi l'avait envoyé en mission. Il voulait se taper sa mère pendant que Persée se faisait tuer par un monstre choisi au pif. Boum tchikumba, Persée le bute pour avoir essayé de violer sa mère et change également tous les partisans de ce roi en pierre. Il laisse le trône à Dictys, son père pêcheur à la mégacane adoptif. Puis il se barre à Argos avec sa femme. Acrisios, notre bon grand-père du début de cette histoire, se barre en apprenant le retour de son petit-fils. Il veut pas canner le vieux. Pour résumer la suite, un roi organise un événement sportif pour les funérailles de son père. Acrisios est dans le public, Persée balance un disque un peu trop loin et bute Acrisios. On lui explique qui c'est, il rentre à Argos et voit que le frère jumeau de son grand-père a usurpé le trône. Il le change en statue et monte sur le trône. Il se sent coupable d'avoir buté l'ancien roi et échange son royaume contre celui d'un autre. Là-bas, il fonde la ville de Mycène qui participera à la guerre de Troie sous le commandement d'Agamemnon. Il a des enfants dont un qui sera le fondateur de la Perse et dont l'autre sera le père d'Alcmène. Cette histoire est un peu dégueulasse, mais passons à la suivante pour mieux vous préparer. En tout cas, je préfère ça au choc des titans. Posons les bases de notre histoire. Dédale, fils d'Athéna et descendant d'un noble lignage, était un Athénien réputé pour son ingéniosité mécanique. Son neveu, Perdix, était placé sous sa responsabilité. Mais voilà, Perdix vola la vedette à son oncle en inventant la scie et le compas. Dédale prit son neveu et lui envoya un gros Isis Sparta du haut de l'acropole. Perdix s'écrasa comme une crêpe. Athéna le ressuscita sous forme d'oiseau, et il donna naissance à cette espèce qu'on appelle les Perdix. Mais voilà, Dédale s'était attiré les foudres des autorités et de la déesse protectrice d'Athènes. Donc, il s'échappa en Crète, dans la cour du roi Minos. C'est là que les véritables soucis commencent, parce que notre bon vieux Dédale arrive pile au moment du mythe du taureau blanc. Vous ne le connaissez pas? Minos avait promis à Poséidon, en se baladant sur une plage de son beau pays, que s'il faisait naître de l'écume des vagues un beau taureau blanc, il le lui sacrifierait. L'écume des vagues était déjà à l'origine de la création des chevaux chez les Grecs, toujours par Poséidon. Bref, Poséidon fit naître ce merveilleux taureau blanc et Minos ne le sacrifia pas. Poséidon fit donc en sorte que Pasiphaé, femme de Minos, tombe amoureuse du taureau. Et c'est ce qui se passa. Mais pour se faire démonter par la bête, elle voulait se faire passer pour une vache. Ça me rappelle l'autre bouse des rats. Bref, elle demanda à Dédale de lui fabriquer un déguisement sous forme de cabane en bois, ce qu'il fit bien évidemment. Elle se fit donc prendre par le taureau blanc.
le fils de Pasiphae que Percy Jackson appelle Viandox, alias le Minotaure, et non, pas ceux de Narnia. Le seul Minotaure de la mythologie grecque, est donc né 9 mois plus tard. Minos demanda à Dédale de construire un labyrinthe et d'y enfermer le monstre. Nous reviendrons ensuite sur cette histoire, mais avant, entrecroisons-la avec une autre. Égée, le roi d'Athènes, n'avait qu'un seul fils, et encore, il n'en était que le beau-père, puisque Thésée était un demi-dieu. C'était le fils de Poséidon, mais ça n'a pas empêché Égée de le voir comme son véritable fils. Lorsqu'il lui fut révélé qui il était, et qu'il était de lignage royal, Thésée partit pour Athènes. Égée et Médée accueillent Thésée sans connaître son identité, mais en ayant des doutes. Médée, femme d'Égée, essaye de faire tuer Thésée en l'envoyant en mission dont il revient glorieux. Nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur cette mission. Alors qu'elle tente à nouveau de le tuer par empoisonnement, Égée reconnaît les attributs qu'il avait légués à son fils pour qu'il comprenne qui il était. Il vire le vin empoisonné de Médée et fait un free hug à son fils. Minos, que nous avons rencontré tout à l'heure, avait gagné une guerre contre Athènes bien des années avant tout ça, y perdant même son fils. De cette guerre en résulta un arrangement. Athènes devait envoyer des citoyens en sacrifice au labyrinthe. Vous comprenez maintenant la série des épreuves de Dashner ? C'est bien beau de mater le cul de Dylan O'Brien les filles, mais faut voir d'où ça vient tout ça. 7 hommes et 7 femmes rentraient dans le repère du Minotaure pour se faire charcuter par cette vache bodybuildée. Thésée décide d'être l'un des 7 pour arrêter le Minotaure. Égée le laisse partir à condition qu'il accroche un tissu à l'arrière du bateau qui annoncerait son retour, pour qu'il sache que son fils revient en vie de cette mort certaine. Thésée se rend donc en Crète et se tape Ariane, la fille du roi Minos, sans que ce vieillard de Minos le sache bien évidemment. Ariane lui confie ce qui sera l'ancêtre de la corde sortie de Pokémon, le fil d'Ariane. Thésée entre avec cette pelote de fil dans le labyrinthe en accrochant une extrémité à l'extérieur de ce dernier. Il poursuit sa route, bute le Minotaure et n'a qu'à remonter le fil d'Ariane pour retrouver la sortie. Il se barre illico presto en mer avec Ariane qui lui a fourni l'épée qui l'a rendu victorieux, à la condition qu'elle l'épouse bien évidemment. Il la largue sur une espèce de rocher en mer et continue sa route. Seulement voilà, Dionysos était tombé amoureux d'Ariane, et selon la version récente de Rick Riordan, il l'aurait sauvée. Selon moi, il est même à l'origine du drame qui va suivre. Thésée, ivre de sa victoire, oublie de changer les voiles du navire en accrochant le linge que son beau-père lui avait donné. Résultat, Égée, ne voyant pas les voiles blanches en guettant l'arrivée du bateau, décide de se jeter du haut d'une falaise dans la mer. Il en meurt bien évidemment, ce qui pousse Thésée à devenir roi d'Athènes, mais aussi et surtout à rendre hommage à son beau-père en appelant la mer dans laquelle il s'était jeté la mer Égée. Belle réunion du père et du beau-père par l'océan. S'ensuit ensuite le mariage de Thésée avec Antiope, la fille d'Arès et reine des Amazones. Les Amazones perdent face à Athènes pour récupérer leur reine. Antiope et Thésée ont un fils, Hippolyte. Antiope meurt au combat un jour. Thésée se remarie avec Phèdre, sœur d'Ariane et fille de Minos et Pasiphae. Phèdre est une espèce de milf, un peu comme la maman de Stifler, mais elle veut se taper Hippolyte, qui dit non par respect pour son père. Mais enfin, revenons un peu en arrière. À la fuite de Thésée après sa victoire face au Minotaure, que s'est-il passé pour Dédale ? Il fut enfermé dans le labyrinthe avec son fils Icare. Il créa des ailes de cire pour s'évader de son ultime création en recommandant à son fils de ne pas voler trop près du soleil pour éviter que les ailes ne fondent. Icare vola si haut qu'il se trouva face à Hélios. La chaleur dégagée par le dieu fit fondre les ailes de ce présomptueux. Oui, il fit un plouf dans la mer et on appelle aujourd'hui cette zone maritime la mer icarienne. Décidément, c'est une mode bien funeste. Dédale atterrit en Sicile où il décide d'offrir ses ailes à Athéna pour se faire pardonner de tout ce qu'il a fait. Minos chercha à retrouver Dédale, en inventant un casse-tête crétois que seul ce dernier pouvait résoudre. En entendant qu'un homme l'avait résolu en Sicile, il le fit chercher pour l'inviter à prendre un bain dans sa cour. Il voulait en réalité le tuer. Manque de bol, Dédale avait inventé les baignoires qui l'attendaient. Du coup, c'est Minos qui se prit un KO par une attaque ébullition stabée lâchée par un amphinobi. Oui, il est mort comme une écrevisse, c'est quoi le souci? Quoi? Il manque un truc qui relie Persée et Thésée? Bah oui, laissez-moi y venir. On va parler de l'arrière-petit-fils de Persée, mais également du taureau blanc de Poséidon. Passons à la dernière partie de cette émission. De zéro en héros, Héraclès alias Hercule casse des têtes sur Héphaïstos TV.
Et oui, c'est dégueulasse, mais Zeus est le père d'Hercule, tout en étant son arrière-arrière-grand-père, puisque Persée est l'arrière-grand-père de ce dernier. Alcmène, petite fille de Persée, s'est faite séduire par son arrière-grand-père, Zeus. Bref, Héra envoie au jeune Alcide 2 serpents qui l'étranglent étant encore bébé. Zeus décide de nommer le petit Alcide Héraclès, qui signifie « à la gloire d'Héra ». Cette bouse de vache ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à attendre qu'Hercule se marie et ait des enfants. Une fois cela fait, elle le rend fou et il tue Mégara et ses fils. Effectivement, s'il y a un prix pour manque de jugement, je crois qu'elle a le ticket gagnant. Suite à ça, notre héros avec un H majuscule va voir la Pythie à Delphes. La Pythie lui dit de se mettre au service de son ennemi, celui qui a usurpé son trône, Eurysthée. Pour son premier travail, il envoie son cousin s'occuper d'un lion un peu trop résistant. Le lion de Némée qui prend la forme de Scar du roi lion dans Hercule de Disney. Le lion de Némée est d'une taille colossale et son cuir ne laisse rien passer. Il est d'une résistance insurmontable. C'est l'un des descendants de Typhon et d'Échidna. À chaque fois qu'il copule, ça crée des emmerdes. Et il copule beaucoup. Mais enfin, Héraclès étrangle le lion là où Persée l'étouffe avec un bonbon spatial, et il le dépaisse avec ses propres griffes. Le lion est accroché au plafond par Zeus et devient donc la constellation du lion. Le deuxième taf du cousin machin, c'est l'hydre de Lerne. Encore un rejeton de Typhon et de sa femme, mais lui au moins, il n'est pas issu de super consanguinité comme un Targaryen. Faut aussi préciser que c'était l'animal de compagnie d'Héra pendant un temps. Bon, cette espèce de lézard était impossible à décapiter. À chaque fois qu'on coupe une tête, une autre repousse. Captain America a dû galérer avec celui-là. Ce truc tremblait, soufflait, crachait, un feu d'enfer. Mais Héra avait encore une fois décidé d'embêter Hercule. Elle lui envoya un crabe pour le déconcentrer. Il l'écrasa, coupa les têtes de l'hydre et brûla les moignons pour éviter qu'elle repousse en double comme dans le PC de Léo. Zeus, qui aimait bien les cadavres, accrocha le crabe au plafond pour en faire la constellation du cancer. L'élève de Chiron était déjà à 2 travaux finis. Il alla voir son cousin. La biche de Cerny, ou biche au sabot d'airain, animal protégé de la jolie Artémis, serait la prochaine cible. Artémis avait une espèce de traîneau du Père Noël, et les 4 biches qui le tiraient étaient des biches au sabot d'airain. Le dernier spécimen encore en vie était celui qu'Héraclès devait traquer. Le jeune scarabée mit donc 1 an avant de réussir à capturer ce Xerneas. Apollon et Artémis l'attendaient à la sortie en lui demandant des comptes. Il expliqua sa quête à Artémis, et Artémis lui pardonna en lui disant simplement de relâcher la bête une fois la quête terminée. Les jumeaux s'en allèrent en laissant Héraclès raconter à son cousin sa quête. Il l'envoya vers son 4e devoir. Certains mythes pensent que la guerre des centaures a eu lieu à ce moment-là, et qu'il tue Chiron sans faire exprès. Chiron ne meurt pas selon moi. C'est le fils de Cronos sans H après tout. Le sanglier d'Érymanthe est donc sa tâche à ce moment-là. C'est mon moment préféré après le lion de Némée, tout simplement parce que le sanglier, en plus de me rappeler mes heures passées devant Astérix quand j'étais petit sous tous ses formats, est l'animal sacré de ce bon vieux Arès. Après avoir fait tomber la bête dans un trou creusé dans la neige, Héraclesen la mène au pied de son cousin. Réagissant tel Usopp, ce dernier se cache dans une jarre en voyant le monstre. Zeus l'accroche au... Quoi, Piend? Pas cette fois? Bon. En fait, c'est un chasseur qui garde ses défenses pour les exposer au temple d'Apollon. Eurysthée envoie Hercule chez son pote, un gros nerd à la South Park du nom d'Augias. Ce fucking gros dégueulasse n'a jamais lavé ses écuries. Du coup, de 0 en héros, autour du 5e acte. La question fut réglée en une journée. Héraclès détourna 2 fleuves au calme et fit une attaque surf sur les écuries. Ce qui a été super efficace, et le coup critique fut tel qu'Hercule prit la confiance et demanda à être payé. Augias, fils d'Hélios, lui dit tout simplement non. Hercule tua toute sa famille et garda un seul de ses fils en vie. Parce qu'il était cool. Augias, mort avec les autres, le trône de son royaume fut donné à son fils. Le cousin était pas très content, il n'a pas comptabilisé le travail d'Hercule en l'engueulant et en l'envoyant dans sa chambre. Il l'appela pour le goûter et l'envoya chasser les pigeons de Paris, le 6e acte, les oiseaux du lac de Stymphale aux plumes d'airain. Et comme on n'est jamais trop pistonné quand on est un enfant de l'Olympe, Hercule passa un coup de fil à sa demi-sœur Athéna. Oui, les oiseaux de Stymphale avaient des griffes et des becs de bronze, ainsi qu'un plumage d'airain. Ils pouvaient projeter leurs plumes, de vrais stoleurs ceux-là. Et le pire,
c'est qu'il se baladait en horde. Il y avait tellement d'oiseaux qu'on ne pouvait voir le ciel. Un travail pour Bonuru dans Ocarina of Time, sauf si celui-ci poursuit le château ambulant. Dans ce cas, c'est un taf pour Pierre de Majora's Mask. Bref, poursuivons avec Hercule. Il se servit de timbales en se prenant pour Phil Collins ou Bernard Minet. Mais ses talents de batteur ne se limitaient qu'à faire peur aux oiseaux. Pas de quoi se faire une place chez Genesis. Par contre, pour les musclés, il avait au moins la carrure. Bref, il fit peur aux oiseaux jusqu'à ce que tous les représentants de cette espèce qui se reproduisait plus vite que des bonobos soient noyés dans le lac. S'il pouvait faire pareil avec le pigeon métalleux de Facebook, ça m'arrangerait. Rebelote, il rentre, on lui valide la quête et le PNJ lui en redonne une après avoir entendu Héraclès dire « Encore du travail ?» Puis « Oui messire » et enfin « Travail terminé ». Bref, direction le 7e travail. Vous vous souvenez de l'ex de Pasiphae? Bah devinez quoi? Celui qui a transformé officiellement Minos en cocu, le père du Minotaure, se trouvait être le prochain travail, le taureau blanc de Crète. Pas grand chose à dire, Poséidon l'avait rendu fou pour qu'il fasse la misère à Minos. Résultat, Hercule qui devait le capturer vif fit la fierté de Santa Fe en inventant le rodéo. Colton White et John Marston n'auraient pas fait mieux. Il mena le taureau devant son cousin et fit le péon. Le taureau fut relâché assez loin, et c'est d'ailleurs lui qui sera au centre de la quête que Médée confie à Thésée la première fois, en espérant ne jamais plus le revoir. Héraclès le capture, Thésée le tue. Travail numéro 8. Les juments mangeuses d'hommes de Diomède, fils d'Arès. Ce roi fou comme Aéris donnait souvent ses ennemis à bouffer à ses juments. Ça me donne des idées tout ça. Mais Héraclès débarque et jette Diomède dans la gamelle de ses juments. Une fois qu'elles avaient fini de bouffer leur maître, elles devinrent plus calmes et Hercule les présenta à son cousin. Un peu trop tard pour qu'elle le bouffe. Du coup, il l'a envoyé sur le numéro suivant. Après avoir posé son numéro 8, le travail 9. La reine dont je vais vous parler est censée avoir remplacé Antiope auprès des guerrières d'Arès. Elle s'appelle comme le fils de cette dernière, à savoir Hippolyte. Elle était aussi fille d'Arès et reine des Amazones. Sa ceinture était connue comme artefact magique, un artefact très puissant offert par Arès. Wonder Woman et Hercule se fight, Hercule gagne, il ramène son poireau à Argos et file voir son cousin. Loin d'Agatha Christie, cette fois Hercule va devoir faire comme son demi-frère Hermès en détournant un troupeau de vaches. Sauf que les vaches ne sont pas celles d'Apollon cette fois, mais celles du géant Guérion. Un géant qui avait tout en triple. 3 cœurs, 3 paires de bras, 3 têtes, 3 paires de... Enfin, vous avez compris. Ce mix parfait entre Dodrio et Macognieur avait donc un organisme en béton. Un peu comme Green Patch dans Toriko. Sauf que l'avantage qu'a Green Patch, c'est que le poison n'est pas efficace contre lui. La preuve avec Coco. Hercule savait que l'organisme de Guérion ne pouvait pas résister à une flèche enduite du poison de l'hydre. Après, il a fait le berger classique comme les rois mages. En Galilée, il a suivi l'étoile du berger. Et devinez quoi? Son cousin l'a encore envoyé sur le terrain. La 11e tâche, qui représente quand même plus de tâches que celle du tournoi des 3 sorciers. C'est la tâche qui me frustre le plus. Les grottes des Hespérides se trouvent au Maroc, à Tanger. Donc oui, à chaque fois qu'on allait à Tanger, je voulais les visiter. Et oui, à chaque fois qu'on allait à Tanger, il se passait toujours un truc qui faisait qu'on pouvait pas y aller. Alors oui, pendant l'écriture de mon bouquin, j'ai essayé d'y aller aussi. Mais devinez quoi? Un immense plan de reconstruction était en cours et l'accès aux grottes était bloqué. J'ai passé un mois à me dire que je pouvais pas y aller. Mais il y a tellement de choses à voir à Tanger que je suis passé outre. Bref, Héraclès devait donc ramener les pommes d'or. Le pommier avait été offert à Héra par cette vieille bique de Gaïa pour son mariage. On en parlera une autre fois. Le pommier se trouvait donc dans le jardin des Hespérides, au Maroc. Seulement voilà, le gardien de ce jardin, c'est un certain Ladon, un dragon aux 100 têtes. Nérée avait averti notre héros de tout ça sans trop lui donner de détails. Hercule se dit qu'il obtiendra des renseignements plus facilement auprès du vieil arrière-grand-oncle Barjo de cette famille de consanguins. Il va donc voir Atlas, dont on parlera plus en détail une autre fois. Le titan avait été condamné à porter le ciel pour empêcher l'essence d'Ouranos de rejoindre celle de sa méchante femme Gaïa, la terre. Pour parler en langage Astérix, il évite que le ciel leur tombe sur la tête. Atlas lui a fait un deal foireux. Il accepte de lui mener 3 pommes si Hercule le remplace. Oui, Hercule accepte. Atlas va bien lui mener 3 pommes d'or comme celle de Tintin au Tibet, mais il va aussi le prendre pour une pomme. Il lui dit qu'il apportera lui-même les pommes à son cousin. Hercule savait qu'il resterait là pour toujours s'il le laissait partir. Il a donc rusé en acceptant, mais il n'a pas seulement accepté. Il a demandé à Atlas de tenir le ciel, le temps de changer de position pour mieux le soutenir.
Atlas accepta, Héraclès repartit avec les pommes d'or. 12e et dernier des travaux, ramener Cerbère des enfers. Cette fois encore, il fit jouer ses relations, et se fit accompagner par Athéna et Hermès. Hercule Satan dut donc traverser le Styx sur la barque de Charon. Il se tapa un tête 1v1 face à Hadès à main nue et gagna. Hadès lui permit de prendre Cerbère à condition de le calmer à main nue. Ce chien à 3 têtes gigantesques à queue de dragon se fit soumettre comme un smourbif. Bon ok, le smourbif le mordit plusieurs fois, mais il se fit étrangler à la base de ses 3 coups. C'est donc une dernière fois qu'Hercule Satan fit peur à son cousin au point de l'envoyer dans sa jarre une fois de plus. Et c'est ainsi que les 12 travaux se finirent. Cette vidéo était assez longue, mais c'était avant tout une introduction au monde des héros. Tous les points sont nécessaires pour mieux appréhender Hercule. Vous aurez plus de facilité avec Saint Seiya après cette vidéo. Ah d'ailleurs ça, j'en suis plus que persuadé. 12 travaux, c'est long à écrire. Il aurait pu faire ses courses à Aldi, ça aurait été beaucoup plus simple. La prochaine fois, on se donne rendez-vous dans l'espace. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Bzz les abeilles, et cette fois on se quitte sur sur rien du tout en fait, c'était trop long. Par contre, je vous promets qu'on reviendra sur Hercule et sur les Argonautes un jour. N'oubliez pas les réseaux sociaux qui s'affichent. Bzz. Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Si tu veux rentrer dans la guilde, alors abonne-toi à Killer Bee.